Pourquoi parler du gaz ce soir ici à Montmagny? C'est que nos entreprises demandent à être branchées au réseau gazier pour économiser sur les coûts des carburants. Notre MRC a entrepris une campagne de promotion du gaz naturel en installant des panneaux publicitaires à plusieurs endroits de la ville et à Cap-Saint-Ignace. Vous avez dû voir ça. Il fait signer un registre en ligne et dans les lieux publics et a aussi approuvé auprès des instances gouvernementales la réalisation du projet. Récemment, nous avons pu voir les lettres suite à la demande d'accès à l'information qu'on avait fait ces dernières semaines. 2 groupes de citoyens Montmagny ont demandé à la MRC de tenir une séance publique d'information sur le projet et sur la ressource qu'est le gaz naturel. La MRC a refusé en précisant qu'elle en ferait une seulement lorsque les subventions gouvernementales auront été accordées. Donc, c'est suite à ce refus que nous avons décidé d'organiser cette assemblée publique citoyenne pour présenter un portrait juste du gaz naturel et de son utilisation comme énergie de transition. On voulait que les entreprises entendent nos conférenciers. On voulait que les politiciens, les élus en particulier, l'entendent aussi parce qu'ils sont confrontés à des décisions importantes à prendre et qui nous engagent pour des décennies souvent. Et si on a fait la demande d'une séance d'information publique et si on a décidé de l'organiser, c'est parce qu'on veut être certain de bien comprendre ce dans quoi nous nous engageons aujourd'hui avec le gaz naturel. Le lien entre le gaz naturel et le climat est très bien documenté par les scientifiques, mais pas toujours bien compris par les décideurs. On voit que les politiques publiques favorisent le gaz naturel et le présentent comme une solution de rechange au pétrole. Donc ce soir, on va se demander qu'en dit la science et prenons-nous la bonne décision? Nos conférenciers pour nous aider à voir les enjeux sont Marc Brülmans, docteur en biophysique. Monsieur Brülmans. Madame Carole Dupuis, coordonnatrice du réseau Vigilance Hydrocarbures Québec. Et Christian Simard, directeur général de Nature Québec. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter notre premier conférencier, qui est M. Marc Brülmans. M. Brülmans vit à Trois-Rivières. Il a un doctorat en biophysique de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il a fait des stages postdoctoraux à Rouen, à Norwich et à Lyon. Il a exercé sa profession en milieu universitaire 15 ans et en recherche et développement privé depuis 15 ans. En 2011, il est devenu coordonnateur interrégional Rive-Nord des groupes opposés au gaz de schiste de la vallée du Saint-Laurent. En 2013, il a été porte-parole et coordonnateur par intérim du regroupement interrégional Vigilance Gaz de schiste de la vallée du Saint-Laurent, lequel est devenu en 2014 le RVHQ, dit le regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec, qui regroupe plus d'une centaine de comités de citoyens. En 2011, M. Brülmans a été un des premiers scientifiques à se joindre au collectif scientifique sur la question du gaz de schiste. Là aussi, il y a plusieurs scientifiques, j'ai oublié le nombre, mais c'était sympa. 175, donc c'est pas rien. Là. On a vraiment une personne ressource de qualité. Il travaille aussi, M. Brülmans, bénévolement à la défense de l'eau potable et on sait comment c'est un enjeu important actuellement au Québec. Il intervient au BAP. Il a à son actif plus d'une centaine de conférences. Il accorde des entrevues aux médias sur les enjeux régionaux et globaux des hydrocarbures, sur les changements climatiques, la politique énergétique et la loi 106 sur les hydrocarbures, le gaz naturel liquéfié, les puits abandonnés, l'eau potable et j'en passe.
M. Brulmans rêve de l'avènement d'une économie dite biophysique, mais aussi d'un retour à l'essentiel. Selon lui, les mouvements de simplicité volontaire et des villes en transition sont à soutenir et à développer. Donc, M. Brulmans, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Comme le temps est compté, on va commencer tout de suite. Donc, la première diapositive, vous allez voir, c'est une série d'assertions que je vais essayer de démontrer un peu plus par la suite, mais juste déjà vous mentionner que le gaz naturel, c'est composé à 95% de méthane, le CH4. Les fuites de gaz naturel et de méthane ne sont pas suffisamment contrôlées, que ce soit ici ou ailleurs. Le méthane est un important gaz à effet de serre. Le gaz naturel est surtout produit à l'heure actuelle par la fracturation, qu'on appelle aussi fracking. Le gaz naturel est un combustible fossile parce qu'il vient du sous-sol et il ne brûle pas avec 100% de rendement comme on le présuppose souvent. Et toute combustion est un non-sens au point de vue thermodynamique parce qu'évidemment, en brûlant, on ne peut plus revenir en arrière. C'est un phénomène irréversible et qui n'est pas très efficace. Qu'est-ce que le gaz naturel? Évidemment, c'est formé à partir des algues et des plantes qu'on aura retrouvées enfouies dans des couches argileuses qui se sont tranquillement trouvées avec des millions d'années enterrées à des profondeurs de plus en plus importantes et se sont retrouvées donc à des pressions et à des températures telles qu'ils se sont transformés pour devenir du gaz rendu à une certaine profondeur. En général, on passe du pétrole au gaz ou du charbon au gaz selon la profondeur et la température. Ici, on a un schéma où on peut voir les méthodes conventionnelles où on a un puits à la verticale. On arrive dans une poche qui contient du gaz naturel et puis évidemment, compte tenu de la pression qu'il y a dans le sous-sol, ça remonte directement à la surface. Tandis que dans la méthode de fracturation que vous voyez ici à gauche, on a une section horizontale dans une couche de roche dans laquelle les petites micro-poches de méthane, de gaz naturel, sont emprisonnées. Donc, en cassant la roche, on parvient à récupérer par l'intermédiaire du puits ce gaz naturel-là qu'on appelle aussi gaz de schiste. Ici, on a une vue en 3 dimensions du sous-sol rocheux dans une couche de roche particulière. Ça pourrait être dans plusieurs types de roches, plusieurs horizons rocheux. Ici, bien, on peut voir que la fracturation, elle s'exerce sur une certaine distance, de l'ordre de quelques dizaines de mètres, parfois plus. Et ce que les compagnies désirent par là, c'est, à partir d'un petit point à la surface, essayer de drainer le maximum d'hydrocarbures de ces roches-là qui en contiennent. Donc, pourquoi on a du méthane? Méthane, comme je vous dis, c'est un très petit hydrocarbure, 1 carbone, 4 hydrogènes, et puis il est inodore, incolore, mais inflammable et explosif, il ne faut pas l'oublier, et il est plus léger que l'air. On l'utilise souvent en le brûlant. Dans le brûlant, il réagit évidemment avec l'oxygène pour former du CO2. Donc, il y a 2 choses importantes à se rappeler. C'est que le méthane, lorsqu'on le brûle, se transforme en CO2 et que le méthane lui-même est un gaz à effet de serre, comme on va le voir ici. Ici, on a comparé de combien de fois le méthane est plus nocif pour le climat que le CO2. Et on peut voir que pour les premiers siècles, c'est plusieurs dizaines de fois supérieur au CO2. Et même à 500 ans, c'est pratiquement 10 fois plus nocif pour le climat que le gaz carbonique. Donc, souvent, on oublie le méthane, mais le méthane est un gaz à effet de serre plus important ou avec un potentiel de réchauffement plus grand que le CO2. D'où vient le gaz naturel au Québec? En 2010, lorsqu'il y avait eu les audiences publiques sur la question des gaz de schiste, on avait cette figure-là où, à peu de choses près, plus de 95% du gaz provenait de l'Ouest canadien. Maintenant, la situation est un peu différente. Ici, vous voyez en rouge le réseau de gazoducs de TransCanada qui amenait
le gaz de l'Ouest, eh bien là, on peut voir qu'il y a des points de jonction avec les États-Unis, que ce soit à Chippewa, Niagara ou Iroquois, on a des postes frontières. Et comme vous le voyez sur la prochaine diapo, à une époque, on fournissait, de 2006 à 2011-2012, on fournissait du gaz canadien aux États-Unis. Et tout à coup, les choses se sont inversées. Ce sont les États-Unis maintenant qui fournissent du gaz au Canada. Donc, c'est un exemple d'un poste frontière. Ici, dans un texte qu'on peut retrouver à la Régie de l'énergie, c'est indiqué que il y avait comme deux carrefours importants. Un carrefour où le gaz provenait de l'Ouest, puis un carrefour où ça provenait des États-Unis. Puis là, on voit que les choses se sont complètement inversées. Et en 2018, ce qui est prévu selon l'étude de Black et Veatch, c'est que 92% du gaz qui arrive dans les réseaux de gaz métro et de gazifères proviennent des États-Unis. C'est ce qui est indiqué ici en anglais, là, je vous l'ai dit dans mes propres mots. Maintenant, le gaz vient des États-Unis, mais encore. D'où, bien ça je vais vous le dire tout de suite, ça vient évidemment de l'Est américain. Et ici, pour l'ensemble des États-Unis, on voit chaque forage qui est fait aux États-Unis, et soit à l'horizontale ou à la verticale, fracturé ou non. Et là, on estime qu'en 2016, 83% des distances forées aux États-Unis étaient fracturées. Donc, on voit que le gaz issu de la fracturation hydraulique est devenu de plus en plus important. Et ici, c'était dans une étude de Deloitte qui dit que la région des Appalaches, donc la région des Appalaches aux États-Unis, c'est Pennsylvanie, là où il y a eu beaucoup de gaz au début, ensuite c'est l'Ohio, ensuite c'était la Virginie, etc. Ça produit tellement de gaz à l'heure actuelle que si cette région des Appalaches était un pays, ce serait le 3e producteur de gaz au monde. Donc, c'est juste pour vous donner une idée de la production de gaz naturel dans cette région-là. Selon l'étude, elle pourrait fournir 230 milliards de mètres cubes de gaz par an pendant 40 ans au prix de 3 $ le millier de pieds cubes. Ce que ça indique, finalement, pour mettre ça en perspective, la consommation de gaz naturel au Québec, c'est 7 milliards de mètres cubes par an. Donc, on voit qu'ils ont des quantités astronomiques et on voit bien que, selon toute vraisemblance, pendant les décennies à venir, le gaz proviendrait de là, et c'est ce qui fait vraiment chuter les prix sur les marchés. Maintenant, le problème qu'on a rencontré, on en a parlé pendant le point de presse, c'est la question des GES. Souvent, dans les présentations de gaz métro, maintenant Énergir ou du gouvernement, on présente toujours le gaz naturel comme étant un combustible qu'il faut privilégier parce qu'il émettrait 25% moins de gaz à effet de serre par rapport au diesel et 31% de moins par rapport au mazout, etc., etc. C'est de cet ordre de grandeur-là. D'où ça provient? Bien évidemment, c'est qu'on examine la combustion de chacun de ces carburants et on s'aperçoit que pour une même quantité d'énergie, on obtient à peu de choses près ce que Gaz Métro, maintenant Énergir, avance. D'ailleurs, ça, c'est un tableau du gouvernement du Québec. Donc, il y a des réductions de l'ordre de 30%, mettons. Un peu moins pour le propane. Maintenant, une étude ici d'une académie texane de 2017. Et les universités là-bas, là, on ne peut pas dire que c'est les plus les gens qui sont... Ils connaissent le gaz et le pétrole, ils savent de quoi ils parlent. Et puis, ça m'a vraiment surpris parce qu'en général, des fois, il y a beaucoup d'influence de l'industrie. Mais là, c'est quand même écrit très, très nettement que, si on regarde juste la section avec la ligne rouge, ça indique que les émissions de méthane le long de la chaîne de production, si les émissions de méthane sont assez grandes, ça pourrait changer l'empreinte carbone du gaz naturel, comparativement à d'autres carburants. Et ainsi, ce qu'ils disent que ce qui domine cet effet-là, c'est les émissions fugitives. C'est ce qui est écrit là. Et plus loin, ils disent que si c'est de l'ordre de 1%, entre 1 et 3%, tous les avantages par rapport aux autres carburants sont perdus. Et moi, j'ai fait un calcul tout simple, que tout le monde peut faire, quelqu'un qui a une petite calculatrice, là. On va supposer que les 1100 mètres cubes qui génèrent 2,1 tonnes de CO2, comme on l'a vu dans le tableau précédent qui provient du gouvernement,
on va supposer qu'il y a 1 % de méthane qui est perdu dans l'atmosphère, des fuites à droite et à gauche. 1 %, bien, ça fait 11 mètres cubes, mais étant donné que la densité du gaz naturel, c'est 0,8 kg par mètre cube, on arrive à un certain nombre de kilos qu'on peut transformer en tonnes d'équivalent CO2 à l'aide du facteur que je vous ai parlé tout à l'heure, le facteur de plusieurs dizaines de fois. Ici, on a pris ce facteur-là à 36 et on arrive à une certaine... Oh, excusez-moi, on va reculer. On arrive à une certaine quantité de CO2 ou d'équivalent CO2 dans l'atmosphère. Et si on regarde ce qui est brûlé, bien, c'est plus 2,1 tonnes, mais c'est un peu moins, évidemment, parce qu'on a perdu ce méthane-là. Et ce qui arrive, que le taux de fuite, si on regarde les GES causés par la fuite par rapport aux GES causés par la combustion, c'est déjà 15 % à 1 %. À 2 % c'est 31 %. Donc, on voit très bien avec ce petit tableau-là que si on a un taux de fuite qui est supérieur à 3 %, qu'il n'y a plus aucun gain à y avoir avec le gaz naturel. Un autre tableau dans une autre vue qui démontre exactement la même chose, mais de manière encore plus manifeste lorsqu'on utilise l'horizon temporel de 20 ans. Parce que comme on l'a vu, le méthane agit très fortement dans l'atmosphère pendant les premières décennies. Donc, au fur et à mesure qu'on raccourcit l'horizon où on analyse l'effet sur le climat, le méthane devient plus important, l'effet du méthane. Ici, ce sont les taux de fuite. Malheureusement, peut-être vous ne voyez pas de loin, mais j'ai indiqué là, à droite 0 % en bas 10 %. Ce sont les taux de fuite dans différents champs gaziers aux États-Unis et on peut voir que ça peut atteindre des valeurs de l'ordre de 10 %. Donc, c'est quand même extrêmement important et il faut en tenir compte lorsqu'on établit l'empreinte carbone de ces filières-là. Je dois aller un peu vite. Ici, c'est à l'échelle des pays. Il y a des inventaires qui sont faits pour essayer d'estimer les émissions fugitives et c'est reporté à l'ONU. Et là, on peut voir que pour certains pays, on est en deçà de la barre du 1 %, mais pour d'autres, on est au-dessus, comme la Russie ou l'Ouzbékistan, etc. Mais il y en a d'autres que c'est tellement minuscule que c'est à peine raisonnable. Comme la Chine à 0,01 % de fuite, c'est complètement, là, c'est du jamais vu. Moi, ça dépasse mon entendement. Mais c'est juste pour vous signaler que ces données-là, ce sont des données inventoriées à partir de calculs, mais ce ne sont pas des mesures. Il y a une différence entre estimer quelque chose et la mesurer. Et en général, les fuites de méthane sont sous-estimées. Lorsqu'on passe en avion avec des méthodes aéroportées, on s'aperçoit qu'il y a facilement un facteur 2 d'écart entre l'inventaire et puis la réalité. Donc, la transition, bien, on sait que si on remplaçait, puis ça j'ai nommé ici comme Gaz Métro elle-même l'affirme, que si on substituait l'ensemble de nos fournaises au mazout et de notre tout ce qui fonctionne au diesel au Québec, on réussirait à réduire de 8 % notre bilan, notre inventaire de gaz à effet de serre. Donc, 8 %. Si on tient compte également du propane et des autres liquides du gaz naturel, comme on les appelle, on obtient au mieux 13 %. Et là, si on regarde on a un seuil, là, selon la conférence de Paris, on ne peut pas dépasser 2 degrés de réchauffement sous peine qu'il arrive des gros problèmes. Eh bien, on peut voir que si on attend à 2020, ce sont les deux courbes en jaune, il faut qu'on diminue très rapidement nos émissions et on arrive autour de 2040. Il faut qu'en 2040, il n'y ait plus rien. Donc, il faut qu'on diminue là, à plus de 10 % par année nos émissions de gaz à effet de serre. Et ça comprend charbon, pétrole et gaz naturel. Donc, nos cibles pour le Québec, c'est 37 % pour 2030, de 80 % de réduction pour 2050, si je ne me trompe pas. Mais si on regarde ce que les scientifiques recommandent à l'échelle mondiale, c'est 50 % pour 2030 et 100 % pour 2050. Donc, il faut qu'on agisse très rapidement. Si on fait l'analyse du cycle de vie en tenant compte d'un peu de tout le phénomène, il faut qu'on amène nos intrants, il faut qu'on fasse nos infrastructures, etc. Ici, on a comparé des centrales qui produisent de l'électricité au charbon, au gaz naturel et des centrales solaires. Et malheureusement, je ne peux pas vous l'indiquer, les pointeurs ne fonctionnent pas, mais vous voyez, tout à fait en bas, c'est les centrales solaires ont une empreinte carbone pratiquement nulle, tandis que le gaz naturel peut être, dans certains cas, pire que les centrales au charbon. C'est juste pour
répéter encore, mais je veux vous dire qu'il y a différentes sources. Ici, il y a une source qui compare le gaz de schiste et le gaz naturel. On peut voir que c'est du même ordre de grandeur et c'est des centaines de fois plus important que l'hydroélectricité, le nucléaire ou l'éolien, pour ne nommer que ceux-là. L'effet climatique, comme on le voit ici, c'est différentes filières énergétiques. Complètement à gauche, c'est le charbon, ensuite le pétrole et le gaz. On peut voir que le gaz, il y a vraiment une montée toujours assez rapide, de l'ordre de 2 % par année du gaz naturel utilisé sur la planète. Et si on compare avec les renouvelables, qui sont peut-être de l'ordre de 15 % d'augmentation, mais on peut voir qu'en chiffre absolu, c'est encore très, très faible, malheureusement. Et ce qui fait en sorte que nos émissions de CO2 dues au gaz naturel, c'est ce qu'on voit dans les 3 derniers bâtons de l'histogramme, on peut voir que ça va en grandissant et que c'est en train de rejoindre pratiquement le pétrole. Maintenant, quand on pompe du CO2 dans l'atmosphère ou quand on a des fuites de méthane, le méthane dans l'atmosphère, on peut le mesurer au même titre que le CO2. Et on peut voir qu'il y a eu une période autour de l'année 2000 où il y avait comme un plafond, une espèce de plafonnement, puis on se disait, ah ben, qu'est-ce qui arrive? Comment ça se fait que le méthane n'augmente plus? Et des études récentes ont finalement démontré que, comme la courbe revenait à peu près à la même chose qu'auparavant, ben, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont finalement compris qu'il y avait eu une diminution du nombre d'incendies, parce que les incendies génèrent également du méthane dans l'atmosphère. Et il y avait le phénomène de la fracturation aux États-Unis et dans d'autres pays, comme le Canada, l'Argentine. Et on peut voir que ça correspondait. À partir de 2008, on a eu une augmentation de la quantité de méthane dans l'atmosphère, probablement due à l'activité de la fracturation hydraulique aux États-Unis, alors que les incendies, il n'y en avait pas eu vraiment plus, juste un peu plus. Donc, on peut voir que de plus en plus, on va commencer à faire un bilan méthane qui va nous permettre de bien percevoir les effets des uns et des autres. Donc, les conséquences, je termine, il reste à peu près 2-3 minutes, je présume. Notre budget carbone, pour ne pas dépasser 2 degrés Celsius, bien, il y en a déjà 2900 milliards de tonnes qui sont engagées ou brûlées. Donc, il n'en reste plus que 100 milliards de tonnes pour toutes les générations qui nous suivent. Donc, à l'intérieur, si on regarde juste la dernière génération, on a brûlé environ la moitié du carbone qu'il y avait enfoui dans le sous-sol. Maintenant, ça ici, c'est un graphique qui montre de combien va monter le niveau des océans selon la quantité de carbone que nous brûlons. Et on peut voir qu'à l'heure actuelle, on a déjà brûlé de l'ordre de 1 million de 1000 mégatonnes, de 1000 milliards de tonnes, excusez-moi, de CO2. Et on peut voir qu'on a déjà une montée des niveaux d'eau de l'ordre de 20 mètres qui est, excusez-moi l'expression, mais déjà dans le pipeline. C'est déjà là. On essaye d'éviter des montées plus conséquentes des niveaux d'eau qui pourraient atteindre jusqu'à 60-80 mètres si on ne change pas notre façon de faire. Et qu'on a... Ici, vous avez une carte de Montmagny. Vous reconnaissez sans doute l'île d'Orléans et puis l'île aux Oies. Et là, ce qu'on peut voir dans la prochaine diapo, c'est ce qui va arriver s'il y avait une augmentation des niveaux d'eau de 20 mètres. C'est ce qui est déjà prévu par les climatologues et les océanographes. Et là, on est à Montmagny, l'endroit où il y a une étoile, c'est là où nous sommes présentement. Donc, si on regarde, avec 20 mètres, on est présentement sous l'eau et il y a plusieurs zones qui sont submergées. Donc, c'est quand même la réalité. À l'échelle du Québec, on voit que Montréal, Québec, il y a beaucoup de zones qui vont être affectées dans l'avenir. C'est inéluctable parce qu'on a déjà émis trop de CO2 dans l'atmosphère. Donc, dernière diapo, je vais résumer ce qui est le plus important. Il n'y a pas de gain à utiliser le gaz naturel dans un contexte de lutte au changement climatique. C'est sûr qu'on pourrait toujours nous dire, oui, mais ça émet moins de particules dans l'air. Oui, c'est vrai, ça émet moins de particules dans l'air, c'est mieux pour les poumons, ça, j'en doute pas, là, je ne le nie pas. Mais le point important, c'est quand même les changements climatiques à l'heure actuelle. Et s'il y avait des points de bascule du climat entre 1,5 et 2 degrés, ce qui pourrait très bien arriver, bien, on aurait tout intérêt à stopper le gaz naturel avant les autres sources fossiles parce que le méthane a des effets plus grands dans l'atmosphère à plus court terme. C'est ce que prétendent beaucoup de scientifiques comme Drew Shindell et combien d'autres qui étudient justement le comportement du méthane dans l'atmosphère. Point numéro 2, brûler une énergie fossile dans un moteur ou une chaudière, c'est dégrader brutalement une énergie non renouvelable. Parce qu'il ne faut pas oublier que la chaleur, c'est vraiment pas comme un travail. C'est pas efficace, ça, la chaleur. Si vous suivez des cours de thermodynamique, vous allez vous rendre compte que c'est tout ce qu'il ne faut pas faire.
il faut essayer de viser la réversibilité pour avoir quelque chose qui est durable, qui est soutenable. Il ne faut pas brûler parce qu'évidemment, on ne peut pas remettre la fumée à l'intérieur, que ce soit la pièce de bois ou le mètre cube de gaz naturel. Troisième point, les promoteurs des énergies fossiles assument toujours des combustions parfaites, c'est-à-dire 100%. Et que ce soit une torchère ou ailleurs, si vous brûlez, mettons, il suffit d'avoir un peu de vent, et puis le taux de combustion, le taux de rendement peut descendre à 95%. C'est-à-dire qu'au lieu de brûler 100% de méthane en CO2, vous en brûlez 95%. Qu'est-ce qui arrive? Le 5% qui n'a pas été brûlé se retrouve dans l'atmosphère. Et ça, c'est important. Il faut vraiment faire attention à ça, et les compagnies, jamais ils vont mentionner ce fait-là. Également, les pertes d'énergie ou d'intrants aux autres étapes, autrement dit, tenir compte du cycle de vie, l'ensemble du cycle de vie. Ne pas se concentrer sur une combustion théorique et oublier que, évidemment, pour avoir du gaz naturel, il faut en produire. Pour en produire, il faut aller fracturer la roche aux États-Unis ou ailleurs. Donc, c'est des choses qu'il faut vraiment ne pas perdre en ligne de compte. Et dernier point, les inventaires de gaz à effet de serre, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, sous-estiment les émissions réelles, et en particulier pour le méthane, parce que le méthane, on a tendance à l'oublier, puis aussi parce que le méthane, ça ne se voit pas, ce n'est pas comme du pétrole ou d'autres contaminants. Fait que je vous laisse là-dessus, je crois que c'était vraiment ma dernière diapo. Merci. Merci, M. Brulmans. Maintenant, je vais vous présenter Mme Carole Dupuis, qui est coordonnatrice et porte-parole du réseau Vigilance Hydrocarbures Québec. Elle a été gestionnaire, spécialiste de la planification et de la communication. Elle a œuvré pendant la majeure partie de sa carrière comme consultante auprès de la haute direction d'entreprise, surtout dans le secteur des services financiers. Elle a été directrice des communications et vice-présidente marketing de la Laurentienne Générale, qui était alors le deuxième assureur de dommages en importance au Canada. Après 30 ans de carrière dans le secteur privé, elle est devenue en 2009 la première directrice générale de Projet Montréal, qui était alors un jeune parti proposant à la population montréalaise une autre façon de vivre en ville, centrée sur le développement durable et la saine gestion, la qualité de vie. Maintenant établie dans la région de Lotbinière, Carole Dupuis est à présent coordonnatrice générale et porte-parole, comme je vous disais tout à l'heure, du RVHQ, un mouvement citoyen né de la lutte contre l'implantation de l'industrie du gaz de schiste au tournant des années 2010. Le RVHQ fédère 130 groupes citoyens de toutes les régions du Québec mobilisés contre le développement de la filière des hydrocarbures et pour une transition rapide vers une économie durable. Donc, Mme Dupuis va vous parler du plan énergétique du gouvernement actuel. Merci d'être là. OK. Donc, on m'a demandé d'essayer d'évaluer est-ce que c'est une avancée, est-ce que c'est du surplace ou est-ce que c'est un recul. Je n'ai pas la réponse précise, mais j'espère ouvrir des portes qui vont donner une perspective, qui vont permettre aux gens de continuer cette réflexion et ce débat. Je viens plus du secteur des services financiers, comme ça a été dit. Donc, je ne suis pas ingénieure, mais j'ai quand même une expérience assez large en planification, en gestion d'entreprise. Donc, c'est beaucoup fondé là-dessus, la démarche que je vous propose ce soir. Je vais vous parler du contexte de tout ça, de ce qui arrive ici. Je vais vous parler de la science en une seconde, parce que Marc l'a très bien couvert, mais c'est quand même au cœur de tout le débat. Je vais vous parler des options possibles et je vais vous parler de la transition, finalement. Mais pour commencer, je vais vous dire juste un mot sur le regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec, parce que les gens ne savent pas nécessairement c'est quoi. C'est né de la lutte contre le gaz de schiste vers 2010.
Ça s'est élargi pour englober tous les dossiers, donc Énergie-Est, les trains de pétrole de schiste, les navires, je ne sais pas où est le fleuve ici, par là, les navires de pétrole de sable bitumineux qui ont commencé à circuler sur le Saint-Laurent, et le développement du gaz naturel, etc. 130 groupes citoyens. Parmi eux, des citoyens experts, je trouve ça important de le dire. Quand on parle de groupes citoyens, bon, c'est quoi? C'est une bande d'énervés? Non, c'est pas du tout une bande d'énervés, c'est des citoyens très solides en général. Et parmi eux, des gens, des élus municipaux, des anciens élus municipaux, souvent des professeurs, des chercheurs, comme Marc, des juristes, des gens d'affaires comme moi, bon, des gens comme ça. Donc, qui apportent une expertise et un débat très riche. Entièrement bénévole, un ancrage local unique, on est partout au Québec, et une voix qui est devenue incontournable, je pense, dans le débat public. Et certains des dossiers auxquels on a contribué, bon, le gaz de schiste, ça revient dans la vallée du Saint-Laurent, mais ça a quand même été tenu en échec pendant un bon bout de temps, puis on espère encore longtemps. Anticosti, où il n'y a maintenant plus question de pétrole, Énergie-Est qui a été abandonné, et d'autres dossiers plus locaux. Donc, gaz naturel à Montmagny. Le contexte, là, je vais le prendre très grand, puis je vais ramener ça un peu plus local. Les cibles, je les passe. Je vais passer quelques affaires qui ont déjà été couvertes par Marc. Les cibles de réduction de gaz à effet de serre, vous savez qu'elles sont ambitieuses. Je vais passer rapidement pour aller aux choses plus spécifiques. Il y en a au Canada, il y en a au Québec. Ce qui est important à dire, c'est qu'il n'y a aucune marge de manœuvre. On l'a vu, on ne s'attend pas vraiment à les atteindre à ce moment-ci. Donc, on ne peut pas faire d'erreur. On est plutôt dans une situation où on va passer à côté que dans une situation où on a des marges de manœuvre. Donc, puisqu'on n'a pas de marge de manœuvre, est-ce que le gaz naturel est une énergie pertinente pour atteindre les cibles? Il y a une chose que je veux dire d'emblée, je vais respirer, c'est qu'on parle beaucoup de cibles de gaz à effet de serre, et ça fait beaucoup référence à l'environnement, et c'est réel, mais il y a des fondements économiques à tout ça. C'est que si l'accord de Paris réussit, si on réussit à diminuer la consommation d'hydrocarbures et à atteindre nos cibles de gaz à effet de serre mondialement et localement, le marché des hydrocarbures va être complètement différent. Les infrastructures de distribution, d'extraction et tout ça pourront ne plus avoir de pertinence. Donc, il n'y a pas seulement une préoccupation environnementale quand on parle de gaz à effet de serre. C'est parce qu'il y a vraiment des engagements qui vont faire changer la valeur de ce qu'on fait maintenant, la pertinence des choix qu'on fait économiques. L'industrie prétend que oui. Et là, je vais passer très vite. Si jamais vous avez un intérêt, vous irez voir. J'ai mis toutes sortes de références à des tribunes mondiales qui disent « Oui, ça prend du gaz naturel pour faire la transition ». Tout le monde dit ça partout au niveau de l'industrie, les associations, les grandes pétrolières et tout ça. Donc, c'est mondial et c'est local. L'Agence internationale de l'énergie, l'Union internationale du gaz, des sites web, des publications, des mémoires, des colloques, tout ce que vous voulez, gaz naturel et transition, puis toutes les grandes compagnies. Okay? Et chez nous, ben, c'est Gaz Métro, maintenant, Énergie, qui dit la même chose, qui nous promet moins 32 d'émissions de gaz à effet de serre. Marc nous a très bien démontré que ça ne tient pas la route. Énergie, quand je parle d'offensive mondiale et locale, dites-moi, est-ce que c'est bon, ça? 139 lobbyistes inscrits au registre des lobbyistes du Québec, qui sillonnent la province pour vendre ce qu'on vient de voir, moins 32 de gaz à effet de serre. Et le gouvernement va payer l'installation en plus. C'est une immense offensive. Ce que vous voyez en tout petit, là, c'est une liste de municipalités, je n'ai pas réussi à toutes les mettre parce qu'il y en avait beaucoup trop, qui sont ciblées dans le mandat d'Énergie, un des mandats d'Énergie. Sur le site du registre des lobbyistes. Montmagny est dans la liste. Montmagny est dans la liste.
Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette offensive-là? Bien, il y a une abondance de gaz naturel. C'est la croissance ici. Depuis 1990, la production en Amérique du Nord a augmenté de près de 50 %. Donc, il y a beaucoup de gaz naturel. Ça, c'est les exportations des États-Unis. La petite barre ici, bleu foncé, c'est les États-Unis vers le Canada. Donc, ça rejoint ce que Marc vous donnait. Et ce qu'il y a derrière cette abondance-là, bien, c'est le boom du gaz de schiste. Marc en a bien parlé. Et la révolution du gaz naturel liquéfié. Jusqu'ici, le gaz naturel a été un marché intégré nord-américain, Canada et États-Unis, parce que ça circulait dans des oléoducs. Maintenant, la liquéfaction prend de plus en plus de place pour pouvoir exporter le gaz naturel en Europe qui, si on parle de l'Est du Canada et des États-Unis, en Europe qui souhaite diminuer sa dépendance de la Russie. Okay? Donc, il y a une grosse poussée dans ce sens-là aussi. Il n'est pas question de ça ici, mais ça explique en partie l'engouement du ministère des Ressources naturelles pour le gaz. Il y a près de 30 projets de liquéfaction et d'exportation de gaz naturel autorisés par l'Office national de l'énergie au Canada. La plupart sont dans l'Ouest. Les 3 en bleu, bien, il y en a un qui est retiré, là, mais qui pourrait revenir, mais ces 3-là sont dans l'Est du Canada et nous concernent. Donc, il y a un intérêt, et on va rejoindre tout à l'heure la production de gaz naturel. Donc, tout ça converge vers un engouement. La position du Canada, du gouvernement du Canada, par rapport au gaz naturel, c'est un appui important, investissement de fonds publics, privilèges fiscaux, etc. Mais c'est quand même, comment dire, l'industrie est très active et le gouvernement est derrière eux. C'est comme ça. Au Québec, c'est très, très proactif. Ici, on parle du gros terminal qui avait été approuvé dans l'Ouest. La position du Québec, elle est très, très, très proactive en faveur du gaz naturel. Elle est très assidue. Les premiers gestes du gouvernement Couillard, quand il est arrivé au pouvoir, ça a été de lancer son plan d'action sur les hydrocarbures, de mettre de l'argent dans l'exploitation et dans les projets d'hydrocarbures, incluant le gaz naturel. La politique énergétique, en avril 2016, contient beaucoup de gaz naturel aussi. C'est au cœur de la politique. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, dans cette politique-là? Prolongement du réseau d'énergie, c'était écrit, là, on le savait d'avance. Ici, c'est Chaudière-Appalaches, OK? C'est le réseau. Ce que vous voyez en noir, je suis mal placée. Ce que vous voyez en noir, c'est une partie du réseau qui existe depuis longtemps. Ce que vous voyez en bleu, c'est un prolongement qui a été fait en 2012. Ce que vous voyez en vert, c'est ce qui est devant la Régie de l'énergie actuellement pour être fait. Non, c'est moi, c'est ça, c'est fait. C'est fait, pardon, c'est Bellechasse et un bout dans les Appalaches. Et ce qui est en rouge, c'est les 2 projets qui sont sur la table en ce moment pour lesquels il y a une cabale menée par les MRC et Énergie. Donc, Montmagny et la MRC du Granit, lac mégantic. Oui, c'est ça. Ce qu'il y a dans la politique énergétique en soutien au gaz naturel, prolongement du réseau, gaz naturel pour le camionnage, station de ravitaillement de gaz naturel, station multicarburant, gaz naturel pour le transport maritime et extraction de gaz naturel du sol. Il y a beaucoup de ça qui passe par le fonds vert. Encore là, vous irez voir. Il y a plein de détails dans lesquels je n'ai pas le temps d'entrer, mais il y a toutes sortes de programmes qui sont financés avec l'argent qui doit servir à la transition et qui visent ou ne visent pas nécessairement, mais permettent le gaz naturel. Il y en a tout un paquet. Ici au Québec, les projets d'usines de gaz naturel liquéfié, j'en ai mentionné 3 tout à l'heure, c'est ceux qui visent l'exportation, mais ceux-là, ça vise plutôt, bien, il y a toujours ceux qui visent l'exportation, et il y a en plus ceux qui visent à approvisionner le plan Nord. Et les industries en général, les industries qui ne sont pas connectées sur le tuyau, finalement. Et il y a de l'argent public déjà dans 2 d'entre eux, il n'est pas dit qu'il n'y en aura pas d'autres.
Énergie Saguenay est le plus gros. À lui seul, il traiterait 3 fois la consommation du Québec de gaz naturel. Fonds Capital Mine Énergie, c'est un fonds de 1,25 milliard de dollars pour les ressources non renouvelables, dont au moins 200 millions dans les hydrocarbures et surtout, pas surtout, mais entre autres, notamment pour favoriser le gaz naturel. Alors, j'appelle ça l'engrenage du gaz naturel. On étend le réseau de distribution, on subventionne le tuyau ou les usines de liquéfaction qui servent éventuellement à distribuer dans d'autres territoires. Ça gonfle la consommation nécessairement. Si le gaz est plus disponible, il y a plus de consommation. Et ça justifie l'extraction. C'est possible qu'on soit passé ça à ce moment-ci parce que le gouvernement a l'air de réfléchir. Il y a bien des projets qui devraient être commencés d'extraction au Québec qui ne le sont pas, mais tout est en place actuellement. Une loi sur les hydrocarbures qui a été adoptée qui permet toute l'extraction au Québec sur n'importe quel territoire, y compris la vallée du Saint-Laurent, des projets de règlement qui devraient être adoptés depuis quelques mois, qui restent sur les tablettes pour l'instant. Mais tout est en place et tout ça est permis. Donc, on voit que ça s'alimente mutuellement, évidemment. La loi sur les hydrocarbures permet l'extraction partout au Québec, mais ces territoires-là qui sont en couleur sont déjà sous permis. Les projets amorcés, il y en a en Gaspésie. C'est les forêts de la Gaspésie. Je ne sais pas si vous êtes des amoureux de la Gaspésie. Imaginez le beau voyage l'été prochain avec des puits partout. Ça fait frémir un peu. Dans le Bas-Saint-Laurent, et ce n'est qu'un début parce qu'il y a tout ça qui est sous permis déjà. Il y a un projet de gaz naturel de Quester, Repsol dans l'Aude-Binière et Bécancour. Je ne sais pas si vous êtes au courant. C'est un projet pilote. Le gouvernement n'a jamais dit que ce ne serait pas permis. Il n'y a rien dans la loi, dans les règlements, dans quoi que ce soit qui empêche ce projet-là d'aller de l'avant. Ça serait dans la forêt seigneuriale de Joly. Pensons-nous, je viens de l'Aude-Binière, ça me touche un peu plus. Et là, dans ce cas-là, si vous regardez la carte de tout à l'heure, j'ai ajouté un petit bout ici. C'est de quoi ça aurait l'air si ce projet-là se faisait dans la forêt seigneuriale de Joly. Le petit bout rouge ici permettrait à l'Aude-Binière d'alimenter ce beau réseau de plus en plus tentaculaire dans Chaudière-Appalaches. Et c'est qu'un début, parce que toute la vallée du Saint-Laurent est sous claim. Soyons clairs, par contre, je ne dis pas que le but de prolongement du réseau de gaz naturel, c'est uniquement pour avoir l'extraction au Québec. Ça tiendrait tout à fait la route parce que du gaz aux États-Unis et dans l'Ouest canadien, il y en a en masse. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis juste qu'il y a une belle cohérence. Excusez-moi, ça a été dit clairement par le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles que ce serait une très bonne idée d'exploiter le gaz naturel au Québec parce que le gaz naturel, c'est une énergie de transition. Alors, vous avez la citation ici. Donc, la science, je passe très vite, ça a été dit. Est-ce que c'est une énergie de transition? Si on regarde juste la combustion, oui. Si on tient compte des fuites, non. Mais ce que je veux souligner, c'est que c'est une impasse de toute façon. Admettons que ce que Marc pense inimaginable et qu'il l'est sûrement, qu'il y aurait zéro fuite jamais. Ça, c'est nos gaz à effet de serre émis, disons. Notre cible de réduction à l'horizon 2050, c'est 80-95 %. Et ce que le gaz nous procurait s'il y avait zéro fuite, vous ne voyez pas la souris, vous autres? C'est le petit bout noir en bas. Donc, c'est juste, le maximum, ce serait 32 %. Donc, il nous manque tout ce qu'il y a dans le carré comme progression. Donc, ça veut dire qu'on aurait dépensé notre argent pour bâtir des infrastructures qui nous amènent vraiment très, très loin, pas loin par rapport à ce qu'on veut, par rapport à où on veut aller. Donc, si on acceptait de ne tenir compte que de la combustion, on n'accepte pas ça, mais disons, investir en 2018 dans des infrastructures qui procureraient des gains de 25 à 32 % qui dureraient des décennies
au détriment d'autres investissements. Ça, c'est important parce que l'argent qu'on met là, on ne le met pas ailleurs, évidemment. Quand nous devons avoir réduit nos émissions de gaz à effet de serre, telles que mentionnées, ce serait tomber dans un piège. Les options, si ce n'est pas la solution, est-ce qu'il y a d'autres options? On le dit toujours que l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne dépense pas, mais je pense que vous allez tomber sur le dos quand vous allez voir ce que je vais vous montrer, la prochaine diapositive. C'est compliqué. Ça vient de l'État de l'énergie au Québec. C'est un document qui est produit chaque année par la Charte de l'énergie d'HEC Montréal. Ce que vous voyez dans le cercle vert, c'est ce qui est gaspillé au moment de la production et de la transmission d'énergie. On ne parle pas de gaspiller dans le sens d'oublier sa lumière allumée. Là. On parle du système énergétique où on perd, en convertissant l'énergie en service, 54 % Et ce qui est vraiment transformé en produit énergétique utile, c'est 46 % Mais dans ce 46 % on s'entend qu'il y a encore énormément de gaspillage. Chaque fois qu'on est en auto-solo, chaque fois qu'on chauffe le dehors, comme disait ma mère, chaque fois, tout la surconsommation, le gaspillage, etc. Donc, il y a encore beaucoup de place pour des solutions qui ne sont pas des solutions énergétiques. Quand on pense transition, on pense toujours changer une énergie pour une autre. Mais les gros gains sont là, sont dans l'innovation pour avoir, par exemple, des matériaux, sont dans l'amélioration des procédés, sont dans des normes de construction, dans l'amélioration de la chaîne logistique, de l'aménagement du territoire, covoiturage, tout ce qui touche le transport, l'achat local, la lutte à la surconsommation, la récupération, etc. Je ne sais pas quel pourcentage on peut aller chercher là, mais peut-être encore la moitié. Après ça, on peut penser à substituer. Puis là, il y a bien des gens plus techniques que moi qui vous diraient des choses très intéressantes. Entre autres, on voit ici qu'aux États-Unis, les centrales récentes sont à l'éolien et au solaire et non pas au gaz. C'est déjà fini, le gaz. Transport lourd, on arrive au camionnage électrique, même chose pour les navires. Donc, la transition, je suis tombée sur un article de Montmagny, où on dit qu'un des axes importants de développement pour Montmagny, c'est les technologies de l'information et de la excusez-moi, c'est l'autre. Oups. En tout cas, c'est les technologies de l'information et de la communication. Alors, je ne pense pas que les ordinateurs fonctionnent au gaz encore, à moins qu'ils nous préparent une surprise. Donc, c'est peut-être pas l'énergie de l'avenir dans ce cas-là. Dire que la transition énergétique exige la construction d'un réseau complet de distribution de gaz naturel au Québec, parce que c'est ça qui nous est dit récemment sur Facebook par notre ministre de l'Environnement. J'aime bien dire que c'est comme dire que la transition vers une vie active, ça prend un abonnement à Netflix. Continuer à faire plus de ce qu'on faisait avant pour aller ailleurs. C'est un raisonnement qui ne marche pas. En bref, le gaz naturel nous éloigne de nos cibles de réduction des GES, ne garantit pas des prix stables. Ça, c'est les prix sur 5 ans en Amérique du Nord. Ça va finir par avoir un coût carbone de plus en plus élevé si on maintient nos engagements. Ça nous enferme dans des infrastructures du passé. Ça va nous faire payer 2 fois la transition et peut-être la rater parce qu'il va être trop tard. Et quand les entreprises le demandent, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas 50 solutions. Il faut monter l'hélicoptère, il faut poser les vraies questions. Le gaz, est-ce qu'il va servir à des usages auxquels des énergies renouvelables conviennent tout aussi bien? Dans beaucoup de cas, oui, certainement. S'il y en a pour qui ça ne convient pas, comme M. Fizel disait tout à l'heure, le 38 millions plus les autres millions qui vont aller dans des conversions au gaz naturel dans les entreprises elles-mêmes, peut-être qu'elles devraient être mises dans la recherche et le développement pour aider les quelques entreprises qui ont des besoins particuliers à innover puis à être vraiment du 21e siècle, puis peut-être même avant leur procédé, qui sait. Un exemple, on a appris la semaine dernière une étude importante qui montre que les bâtiments commerciaux industriels, pas industriels, institutionnels, ont augmenté leur empreinte carbone à cause du gaz naturel récemment. Un autre exemple, c'est ici la question
la technologie de l'information et des communications que Montmagny privilégie, bien, ce n'est pas du gaz naturel qu'ils ont besoin, eux autres. Une autre question importante, est-ce qu'il est attrayant parce qu'il est subventionné? Est-ce qu'on veut subventionner une énergie fossile? Si oui, est-ce qu'on pourrait mieux utiliser les fonds publics pour soutenir les entreprises de Montmagny? Est-ce qu'on a envisagé, pour les 38 millions de fonds publics, est-ce que c'est le tuyau que ça nous prend vraiment? Là? Est-ce que c'est ça qu'on veut faire avec l'argent? Est-ce qu'on a envisagé d'autres stratégies? Économie d'énergie, la bonne énergie pour le bon usage, un avantage concurrentiel durable, recherche et développement. Bon, je pense que Christian va nous en dire beaucoup là-dessus. Et dernier point, est-il possible que dans quelques années, la MRC et les entreprises clientes regrettent ce choix? En affaires, quand on prend une grosse décision d'investissement, on étudie le coût d'opportunité de notre investissement, c'est-à-dire qu'on regarde les autres possibilités et on compare à moyen terme, qu'est-ce que ça donne comme résultat. Ici, on semble plonger dans une solution toute faite d'avance sans avoir regardé ça. Donc, c'est important de se demander si les entreprises vont le regretter plus tard. Je vais passer, parce que je pense que mon temps est terminé. La vraie transition, très rapidement, ça ne passe pas par le gaz naturel, ça exclut le développement des énergies fossiles, ça concerne peu la substitution d'une source d'énergie par une autre, ça concerne d'abord et avant tout l'économie d'énergie, ça exige du courage, parce que le vent souffle dans un sens, ça crée de la résilience. Les communautés, les municipalités, les régions qui vont aller tout de suite à la bonne solution vont être solides. Ça ramène la cohérence, ça apaise les tensions. Les mauvais projets créent de la chicane. Et c'est le voyage que beaucoup de citoyens espèrent entreprendre avec leurs élus municipaux, provinciaux et fédéraux. Merci beaucoup. Donc, merci, Mme Dupuis. Je sens que notre troisième conférencier est impatient de prendre la parole. Monsieur Simard, de Nature Québec. C'est quand même des présentations très intenses. La mienne va l'être un peu moins en termes de nombre de diapositives. Rassurez-vous, il y en a une dizaine. Je n'irai pas aussi dans le détail. Mais donc, Nature Québec, fédération d'organisations, une centaine d'organisations à travers le Québec, environ 60 000 membres et sympathisants. On existe depuis 1981. On fait partie de l'Union mondiale pour la nature, l'UICN, de Nature Canada, d'autres organisations. On travaille en conservation de la biodiversité, en maintien des écosystèmes et utilisation durable des ressources. C'est pour ça qu'on s'intéresse aussi à l'énergie. Et donc, c'est important d'utiliser des ressources maintenant sans nuire à la possibilité des générations futures. C'est ce qu'on appelle le développement durable, d'utiliser ces mêmes ressources. Et quand on provoque, c'est quand on... mon Dieu, c'est compliqué de me rendre ici. Quand on provoque finalement des changements climatiques par nos actions, bien, on limite la possibilité pour nos enfants d'avoir une vie équilibrée, une planète viable. C'est pour ça qu'on a tous cette responsabilité-là. Quand on veut un équipement qui va sur 40, 50 ans, oui, ça fait partie du discours, monsieur, je ne sais pas si c'est parti, ça fait partie du discours de dire un jour, on va injecter là, de la biométhanisation qu'on va utiliser, on va réussir à injecter ça. Actuellement, il y a l'expérience de Saint-Hyacinthe, c'est minime et il n'est pas évident que l'utilisation de cette biomasse à partir de résidus de table, par exemple, ou de nos poubelles, le tuyau qui est fait pour le gaz naturel soit le tuyau adapté dans 30 ou 40 ans. Et d'ici ce temps-là, on n'aura pas fait le travail qu'il faut faire à très court terme parce que 30 à 40 ans, vous savez, c'est 2050 où on doit réduire de 100 %. Donc, pour nous, c'est un peu du marketing, de dire un jour, ça va servir à autre chose que les énergies fossiles. Dans ce paramètre-là, c'est difficile de justifier là, la création d'un tuyau pour cette hypothèse-là qui est assez lointaine. Si on vient, si Santo, regardez pas ça pour tout de suite. Donc, Nature Québec, on travaille dans le domaine de l'énergie. C'est bien sûr que toutes les formes d'énergie ont un impact.
Même l'énergie renouvelable, vous savez, on fait des éoliennes, il y a des problématiques avec les oiseaux migrateurs. Oui, c'est renouvelable, mais ce n'est pas sans impact. Les panneaux solaires aussi, il y a des éléments, ça occupe énormément de territoire. Fait qu'on ne prétend pas là, qu'il y a des sources d'énergie qui n'ont pas d'impact. Nous, on pense que la modération a bien meilleur goût dans le domaine de l'énergie. On l'a vu, on surconsomme l'énergie, on surproduit, même en énergie électrique. On a au-delà de notre capacité, puis là, on essaie de le vendre à très peu cher aux États-Unis, ailleurs, parce qu'on croule, on a fait beaucoup de projets éoliens, c'est bien le fun, mais si tu n'en as pas vraiment besoin, puis tu n'as pas vraiment de clients, ça prend des sociétés assez riches là, pour faire des projets énergétiques sans arrêt. Donc, l'efficacité énergétique nous apparaît là. Il appelait ça les négawatts. Hein? Jacques Parizeau disait, j'ai demandé souvent à Hydro-Québec, c'est quoi comment ça coûte économiser de l'énergie? Est-ce que ça coûte moins cher que de faire des barrages? Puis il dit qu'il n'avait jamais réussi à avoir des réponses concrètes d'Hydro-Québec. Mais c'est sûr qu'on fait partie du regroupement des organismes environnementaux en énergie. On intervient à Nature Québec, à la Régie de l'énergie. Puis notre principale source, c'est l'économie d'énergie. Maintenant, on travaille aussi bien concrètement dans des projets de conservation, mais on travaille aussi dans les milieux urbains à faire des plantations, des ruelles vertes, etc. Puis dans le milieu forestier, on travaille avec des spécialistes en forêt. On a une commission forêt. Il y a quelqu'un qui est... on parlait de son professeur Louis Bélanger, qui est une éminence en gestion écosystémique des forêts et qui est un forestier, hein, biologiste et un forestier. Donc, il n'a pas peur de couper des arbres. Il en coupe en masse. Maintenant, il y a des façons de faire. Et nous, on a réfléchi en termes de développement des régions. Souvent, on dit, on sait bien, Nature Québec, vous êtes contre tout. On ne peut pas tout mettre en dessous d'un bloc de verre. Il faut vivre, il faut de l'économie. Fait qu'on travaille sur des projets. Par exemple, on est coordonnateur et porte-parole d'un regroupement qui s'appelle Vision Biomasse Québec. Là-dedans, tu as la Fédération des coops forestières du Québec qui travaille très étroitement avec nous. Une branche de fonds d'action là, qui est de l'investissement régional en emploi local au Québec. Tu as l'UPA, les 2 fédérations de municipalités. Tu as le Bureau de promotion des produits du bois. Et on a développé Vision Biomasse Québec qui propose d'utiliser la biomasse forestière résiduelle. On ne parle pas de couper des forêts pour les brûler en industrie, là. C'est vraiment de la biomasse forestière résiduelle à partir de résidus. Donc, vous voyez ici, 30 membres qui font la promotion d'une filière exemplaire et performante à l'échelle de la biomasse. Et il y a des cibles de développement à l'horizon 2025, des objectifs de développement de marché, des engagements vers l'environnement et les communautés. Puis ça, c'en est une alternative là, vraiment intéressante en termes de développement régional. Des cibles pour 2025, 4000 gigawatts-heure d'énergie renouvelable. C'est vraiment important. Là, ça peut créer 12 500 emplois d'ici 2025. On veut valoriser 1 million de tonnes métriques anhydres. Ça, des tonnes anhydres, ça veut dire sans eau, là, du bois sec, de biomasse résiduelle. 400 millions de litres de combustible fossile qui seraient substitués, principalement du mazout léger et du mazout lourd, mais aussi du gaz naturel, aussi du coke de pétrole ou à Ciment Mécanis en Abitibi, en Gaspésie. Mettre en place des infrastructures additionnelles de production de chaleur, une capacité ici, c'est indiqué. Donc, améliorer la balance commerciale du Québec, hein, créer de l'emploi à l'échelle locale. La biomasse forestière résiduelle, c'est rentable quand c'est pris dans les forêts près de chez nous. Là. Donc, c'est des choses qui sont bien concrètes hein, et qui commencent d'ailleurs à vraiment être entendues. Là. Pourquoi ça ne veut pas? OK. Bénéfice de l'utilisation de la biomasse forestière résiduelle. Ici, c'est un tableau qui voit un peu les prix des différents. Ça, les plaquettes, c'est le mot scientifique pour des copeaux de bois. Donc, c'est plaquettes. Le monde de la biomasse forestière, il n'aime pas ça, faire dire, vous prenez des copeaux. Plaquettes, granules, vous savez, c'est assez standardisé, vous connaissez toutes les granules de bois, là. Gaz naturel, ici, propane. C'est des prix, là, ça varie toujours, là, les prix de ça. Quand on dit aussi, il faut faire attention, le gaz naturel, c'est pas cher. On se fait des infrastructures de 40 ans avec un tuyau. Puis à un moment donné, en 5 ans, il devient très cher. Hein? On le voit avec le pétrole ou le gaz qu'on met dans nos autos. Donc, il faut faire attention, c'est les prix, c'est tous des prix qui ont été pris à un moment donné de ça, mais depuis ce temps-là, il y a des petites fluctuations sans doute. Propane, électricité, mazout. Grosso modo, ce qui est en couleur, c'est le coût d'investissement qui est plus gros pour la biomasse forestière au début des chaudières, transformation de l'usine. Mais après ça, le coût d'acquisition des copeaux ou des granules est très faible
par rapport à d'autres. On voit ici, il y en a une, c'est le mazout là-bas la première priorité de marché, c'est de remplacer le mazout, bien sûr, mais il peut remplacer le propane, l'électricité dans certains cas. Donc, c'est réduction du coût de l'énergie pour l'utilisateur. Bien sûr, c'est de la combustion, mais c'est une énergie renouvelable dans le sens que la combustion de la matière forestière résiduelle peut se régénérer en dedans de 10 ans, donc assez rapidement, même à l'échelle de l'urgence climatique. Ici, donc, je ne vais pas plus loin là, dans le détail. On l'a fait avec des scénarios de taxes sur le carbone. S'il y avait des taxes sur le carbone, bien, c'est sûr que ça rend le gaz naturel beaucoup moins avantageux. Là, actuellement, il faut le dire, il est un peu plus avantageux en termes économiques à court terme. Bénéfice de l'utilisation de la biomasse forestière. Donc, on a d'obtention rapide de bénéfices nets à l'atmosphère en termes de réduction d'émissions. Je devrais regarder là-dessus comme la jeune fille avant moi. L'émission de GES. Donc, le bilan carbone de différentes chaînes d'approvisionnement en biomasse considère les échanges entre la forêt et l'atmosphère, les émissions liées à la production de combustible, les émissions liées à la combustion. Donc, il faut regarder, là, c'est des bilans globaux, là. Mais tu prends une biomasse forestière résiduelle, elle libère le sol, souvent. Ça peut être des arbres morts, ça peut être des résidus de coupe, ça peut être des arbres qui ont été minés par des ravageurs, là, comme le charançon, que tu vas ramasser. Et ça favorise la pousse de jeunes forêts qui, elles, sont très captatrices de GES très rapidement. Donc, en combien de temps les bénéfices sont-ils obtenus? Bénéfices de l'utilisation de la biomasse forestière. Je ne ferai pas le détail du tableau, il est écrit en tout petit. Je vais simplement reprendre les principales conclusions. Dans certains cas, il y a une période de temps au cours de laquelle le scénario bioénergie émet plus de CO2 que le scénario de référence. Mettons qu'on remplace, que la forêt remplace le mazout, puis peut-être avant qu'il ait repoussé, ou une énergie fossile, avant que la forêt ait repoussé, pendant le début, il pourrait y avoir. Dans le cas du mazout, ce n'est pas le cas, mais on peut penser peut-être dans le cas d'une autre source d'énergie, le temps. Donc, il faut regarder toujours qu'est-ce qu'on remplace et qu'est-ce que ça fait comme gain. Au fil du temps, cette dette se rembourse grâce au flux de carbone en forêt. En fait, il y a comme une dette carbone, tu brûles de la biomasse forestière, puis le temps que ça repousse, bien, ça capte, et là, la dette est remboursée. Fait qu'on doit analyser dans chaque projet le bilan carbone global. Donc, après un certain temps, la dette de carbone est complètement remboursée. Il considère que l'utilisation procure des bénéfices nets à l'atmosphère. On regarde maintenant les facteurs qui influencent le temps de remboursement. On a fait un exemple ici qui est assez intéressant parce que c'est un exemple de Montmagny. C'est l'exemple de l'hôpital. Obtention rapide de bénéfices nets à l'atmosphère en termes de réduction d'émissions de GES. Et étude réalisée en 2016, le bilan de carbone du chauffage local à la biomasse forestière, le cas des coopératives forestières, il y a l'Université Laval, la SCF et la FQCF, la Fédération québécoise des coop forestières, qui a fait cette analyse. Analyse de cas pour la coopérative de gestion forestière des Appalaches. Scénario de référence. Pas de récolte de biomasse dans le peuplement, c'est une éclaircie commerciale conventionnelle, prélèvement du bois marchand. Utilisation de mazout lourd dans un bâtiment institutionnel. Donc, on a remplacé le mazout lourd par de la biomasse forestière. Ce qui est important à regarder en bas, c'est dette de carbone nulle. Les bénéfices de l'atmosphère sont certains après 4 ans. Donc, c'est vraiment là, un gain net au niveau climat de remplacer le mazout lourd à l'hôpital par de la biomasse forestière résiduelle régionale. Et c'est étudié, là, ça a été fait l'objet d'une étude complète là-dessus. Donc, c'est important de voir ça. Et il faut quand même savoir que, on peut dire, oui, mais là, tu parles de remplacement de mazout. Tu ne parles pas de remplacement de gaz naturel. Là. Tu dis, il faut comparer les choses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment que le tuyau de gaz naturel est là, il n'est plus possible d'utiliser pratiquement la biomasse forestière locale. On dirait qu'à ce moment-là, tout le monde se branche au tuyau, même ceux qui n'en auraient pas eu besoin autrement, soit résidences, institutions, commerces. On crée l'offre, on crée une demande pour des choses qui auraient pu faire l'objet d'efficacité énergétique, d'autres sources d'énergie de façon beaucoup plus intéressante, et on coupe ces possibilités-là pour avoir une énergie non renouvelable qui génère des GES. Donc, on arrive ici
une occasion manquée dans Bellechasse. C'est pas tellement loin d'ici, c'est quand même une histoire qui doit faire réfléchir. En 2015, les gouvernements du Québec et du Canada ont versé chacun 17,5 millions à Gaz Métro pour subventionner le rallongement de la desserte de gaz naturel dans Bellechasse, à même le fond vert. Hein? Donc, le potentiel de substitution officielle de propane était évalué à 7 millions de mètres cubes. Remplacement du mazout léger et lourd, selon la théorie là, du 32 %. Réduction des émissions de GS estimée 6 000 tonnes de CO2 équivalent pendant 10 ans. Aide accordée, là, si on regarde sur 10 ans, là, c'est 583 $ la tonne de carbone, puis 292 $ seulement pour le Québec. Là. C'est très, très cher, ça. Tu sais, ils parlent de faire une taxe à 15 $ la tonne de carbone, là, puis là, ils subventionnent pour un truc qui coûte énormément cher par tonne de carbone sauvé, si on accepte qu'il est vraiment sauvé, là, si on ne parle pas d'énergie fugitive. C'est vraiment très, très cher. Puis l'occasion manquée dans Bellechasse, c'est qu'une aide financière avait été accordée à un consommateur industriel du territoire pour un projet de production de chaleur à la biomasse forestière. Le consommateur, l'industrie, a dû renoncer suite à des pressions du milieu. Il avait déjà commandé son équipement, il avait déjà accepté tout. Des pressions du milieu, sans sa consommation, 13 % des 7 millions de mètres cubes, là, la réalisation du projet de rallongement de la desserte était compromise. Donc, il y a une pression. Hey, on veut le gaz ici, on veut le tuyau, mon chum, là. Oublie ça, la biomasse forestière. Ce projet de chauffage à la biomasse forestière abandonnée était rentable. Certains équipements de chauffage à la biomasse avaient même été commandés. À noter, le programme de biomasse forestière, le coût par tonne de CO2, 72 $, équivalent sur 10 ans, par rapport à 500, tantôt on l'a vu, à 583. Ça veut dire que ça coûte en subvention ou en coût pour sauver une tonne de CO2 seulement 72 $ et on a plutôt opté pour le gaz naturel. Il y a quelque chose de pas logique et de pas cohérent là-dessus. Cette occasion manquée dans Bellechasse, et je termine les diapositives là-dessus, à titre d'exemple, donc, la quantité là, d'énergie produite, quand elle est utilisée pour la biomasse forestière, ça peut, pour 10 000 tonnes métriques de biomasse mobilisée, on crée environ 160 emplois. Environ 125 emplois dans la phase de construction des chaufferies et environ 35 emplois pour l'approvisionnement et l'opération des chaufferies. Et là, on parle uniquement là, de la desserte dans Chaudière-Appalaches. Et là, cette desserte-là, après le tuyau, là, c'est seulement le tuyau puis les emplois locaux qui étaient là. C'est les mêmes industries qui ont changé simplement d'approvisionnement d'énergie et ça n'a pas généré, merci, et ça n'a pas généré d'emploi. Tandis que ça, à chaque fois qu'on utilise la biomasse forestière résiduelle, et ça, puis on a des projets à Chicoutimi, à Roberval, et la filière va monter parce que, enfin, ça a été quand même reconnu, et la filière a obtenu 50 millions du gouvernement fédéral et près de 50 millions du gouvernement provincial pour vraiment se développer. Mais là, il y a quelque chose d'un peu absurde d'aider une ressource renouvelable et en même temps de subventionner le développement du gaz et de nuire à cette ressource renouvelable. Les politiques gouvernementales sont loin d'être cohérentes. Donc, il existe, tantôt j'ai parlé de ciment mécanisme, on peut même fermer ça, là, ou en tout cas, regardez-le plus. On a parlé de ciment mécanisme. Nous autres, on n'était pas vraiment d'accord avec la construction de ça, hein, puis en plus, c'était pas vraiment fait en respect de la loi sur la qualité de l'environnement. Il n'y avait pas eu de BAP. Et on avait même, il y avait même eu un recours devant les tribunaux. Puis le gouvernement, finalement, a adopté une loi rétroactive, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce dossier-là, une loi rétroactive pour permettre la construction, ça s'est construit. Puis quand on voyait ça venir, on a dit on va obtenir une médiation. Puis au moins, on n'aura pas tout perdu, ils vont se construire, mais on va essayer d'influencer le projet pour qu'il soit un peu moins pire. Et ça a été une médiation qui a duré 2 semaines dans les hôtels à Montréal là, avec la compagnie, où on a forcé l'entreprise à vraiment analyser si elle pouvait remplacer le coke de pétrole qu'elle utilisait, c'est une des pires affaires, le coke de pétrole, par de la biomasse forestière résiduelle. Puis là, on est en train de développer un truc qui pourrait remplacer par de la biomasse forestière résiduelle 30 % de la source d'énergie de la compagnie Ciment Mécanisme. On travaille là-dessus. Il va y avoir des annonces prochainement, des études en profondeur qui se font avec les coops forestières. Puis imaginez, au moins, ce n'est pas du coke de pétrole qui arrive des raffineries par bateau, qui est brûlé dans l'usine, le ciment part. C'est la biomasse forestière résiduelle qui est en Gaspésie, qui crée des emplois locaux. Puis là, au moins,
on essaie un peu de compenser par des emplois locaux l'avenue de cette cimenterie-là, qui est le plus gros générateur de gaz à effet de serre au Québec. Là, il ne faut pas l'oublier. Donc, à Nature Québec, on travaille avec d'autres groupes. Est-ce que c'est parfait? Est-ce que c'est sans impact? Non. Mais si on regarde comme nécessité de sources de chaleur de bonne qualité, de grande qualité, je ne dis pas qu'il n'y a pas des cas, mais est-ce que ça justifie la construction d'un pipeline subventionné? Souvent, je compare le gaz naturel par rapport au pétrole aux cigarettes légères. C'est-à-dire, on nous prétend que la cigarette légère, on nous a prétendu pendant des années que la cigarette légère, c'était moins pire que la cigarette ordinaire. Là, les players, ceux qui ont fumé comme moi, s'en souviennent. Bien, après ça, il a été prouvé qu'il n'y avait aucun gain là, de la cigarette légère. Là. Le filtre, mais il y avait autant de cancers, était autant mortel. Et là, l'industrie pétrolière et gazière nous présente le gaz naturel comme la nouvelle cigarette light. Et puis en plus, elle est améliorée parce que maintenant, elle est subventionnée. Mais je fais un peu des blagues, mais qu'on utilise le fonds vert, qui devrait être à 100 %, qui est issu d'une taxe de carbone. Et c'est assez particulier au Québec. Gaz, Métro, Énergie payent avec le marché du carbone des crédits carbone. Ça leur coûte de l'argent. Ça va au fonds vert et le fonds vert leur redonne pour construire. Donc, il n'y a pas... Normalement, c'est pour décourager la production, encourager d'autres sources d'énergie. Et on utilise le fonds vert, non pas pour créer de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables, mais pour continuer à financer le développement du gaz naturel. Ça ne nous apparaît pas logique. Dans la plupart des cas, il y a un remplacement, même en termes de sources de chaleur. Et là, à l'échelle locale, on s'empêche de créer de l'emploi en forêt parce qu'on écoute les sirènes de gaz métro parce qu'à court terme, aussi parce qu'ils ne payent pas leur tuyau. Hein. S'ils avaient payé leur tuyau, ça monterait le prix, puis deviendrait... Donc, on maintient artificiellement bas le prix du gaz naturel en le subventionnant. Je pense que comme citoyen, il faut dire non à ça. Puis il faut choisir du développement local et d'autres solutions que ça. Nous, on fait ce débat-là, on n'a pas fini de le faire. Puis je pense que la réalité des changements climatiques va malheureusement nous donner raison et forcer à très court terme les gouvernements du Québec et de l'Occident à arrêter d'écouter les sirènes de l'industrie et croire que le gaz naturel, c'est une cigarette light, c'est-à-dire que c'est une énergie de transition qui nous permet de lutter contre les changements climatiques, ce qui est totalement faux. Merci. Il y a une question importante qui a été soulevée tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour passer à l'action? J'inviterai toutes les personnes qui sont intéressées à poursuivre l'action avec le petit groupe de Montmagny Transition que nous sommes présentement, à donner vos noms, vos numéros de téléphone, votre adresse courriel. On va vous informer des prochaines étapes. Le gros problème qu'on a à Montmagny, c'est que déjà le gouvernement, dans son dernier budget, a annoncé qu'il y avait 36,5 millions pour 3 régions, dont Chaudière-Appalaches. Donc, il y a de fortes chances que les ficelles soient attachées du côté provincial pour que le gazoduc passe à Montmagny. En ce qui concerne le fédéral, on ne le sait pas encore. Comme ça a été mentionné tout à l'heure, on a fait une demande d'accès à l'information, puis on a très peu d'informations. On a l'impression que le projet vient d'énergir en passant par la filière des entrepreneurs. Quelqu'un disait, ce serait important que vous alliez voir tous les entrepreneurs pour leur expliquer ce qu'il y en est des alternatives possibles. Vous savez, on est quelques personnes. Si vous voulez mettre l'épaule à la roue, on a besoin de vous. C'est du bénévolat toujours. Il reste qu'il y a beaucoup d'entreprises à rencontrer. L'idéal, ça aurait été de les voir ce soir. Comme réponse de la MRC, ce qu'on a eu, c'est qu'il y aura une séance d'information, mais quand les subventions auront été accordées, c'est dommage. C'est dommage, c'est tard un peu, parce que les entreprises qui peut-être souhaiteraient faire la transition, elles vont se sentir un peu forcées, comme dans Bellechasse, de prendre le gaz naturel. Puis d'autres ne seront pas forcés parce que c'est vraiment intéressant pour eux de l'avoir, comme tout consommateur
cherchent aussi à payer le prix le moins bas possible sans voir les conséquences à long terme. Il y en a combien qui vont chez Costco, qui vont chez Walmart ou ailleurs pour payer moins cher, puis notre économie locale en souffre aussi. Donc, Montmagny en transition, c'est comme toutes les villes en transition actuellement dans le monde, il y en a une centaine, dans une vingtaine de pays, qui ont décidé de prendre des mesures très, très, très concrètes pour réduire les gaz à effet de serre, pour protéger l'environnement, pour économiser l'énergie, développer des formes de transport collectif, développer une agriculture biologique, locale, consommer nos produits locaux. Je pense que on dit c'est le consommateur qui, en bout de ligne, a le gros bout du bâton. Mais aujourd'hui, le problème qu'on a là, en 2018, c'est que les citoyens sont devenus des consommateurs puis ont oublié qu'ils étaient des citoyens. C'est un petit peu ce que je me disais quand j'ai décidé d'écrire la lettre ouverte dans le journal, puis d'inviter quelques personnes autour de moi à faire la demande à la MRC d'avoir une assemblée publique pour avoir l'information de base. Mais c'est aussi le devoir de nos élus de s'informer avant de prendre des décisions qui engagent les citoyens pour des décennies. Être un élu, c'est lourd de conséquences. Et ça peut être gênant aussi pour des élus de dire non à des projets qui sont tentants pour les gens d'affaires. Parce qu'eux aussi sont pris dans un engrenage où si le voisin offre la même chose que lui à un prix plus bas, ben, son entreprise risque de peut-être en souffrir. Mais si on développe des alternatives avec nos ressources locales, on peut avoir une économie drôlement plus florissante que celle qu'on connaît aujourd'hui. Puis c'est nos enfants puis nos petits-enfants qui vont en profiter, puis la planète en plus. Fait que moi, je vous invite, là, tout le monde, à donner votre nom, puis on fera une prochaine réunion pour se donner un plan d'action. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Je suis par contre évidemment déçue que les entreprises ne soient pas là. Les élus non plus, sauf un. Faut pas être déçu, c'est magnifique d'en avoir au moins un. Il y a d'autres occasions. Oui. Merci beaucoup de vous être déplacés et je dirais jamais assez merci à nos conférenciers. Merci. Très belle Merci beaucoup. Merci.